Voilà, donc bienvenue à tous à notre conférence Pourquoi jeûner, à laquelle vous vous êtes inscrites. Nous sommes très contents de vous accueillir et de partager ce moment avec vous autour du jeûne. Alors voilà, ça c'est notre sommaire. Oui, tout va bien? Oui. Ok, donc voilà le sommaire de la conférence. Donc on va d'abord commencer par la présentation des intervenants, donc du docteur Philippe Battu, Nicolas Bolling. Ensuite, on parlera un peu d'histoire du jeûne, on va dire, dans l'histoire avec un grand H. Et ensuite, on va rentrer un peu dans le domaine, on va faire un peu un focus sur comprendre mon corps, donc sur la compréhension de notre corps humain. Et on va répondre aux questions. Que se passe-t-il dans mon corps quand je mange? Que se passe-t-il dans mon corps quand je mange trop, ce qui arrive parfois? Et que se passe-t-il dans mon corps quand j'arrête de manger? Autrement dit, que se passe-t-il dans mon corps quand je jeûne? Et donc là, ça va nous permettre de vraiment entrer dans le détail du mécanisme du jeûne et des bienfaits qui en découlent. Et ensuite, on fera la conclusion de la présentation et ensuite, on prendra le temps donc des questions-réponses pour répondre à toutes vos questions, parce qu'on est aussi là pour ça. Voilà, donc je laisse la parole maintenant à Nicolas Bolling, si tu veux te présenter en tant qu'intervenante de cette conférence, de cette masterclass. Oui, avec plaisir. Donc, bienvenue à vous. Je pratique l'accompagnement au jeûne. Enfin, je pratique le jeûne depuis mes 21, 22 ans. J'ai vraiment, on va dire que je suis tombée dans la marmite du jeûne très jeune parce que mes parents ont toujours pratiqué le jeûne et ont été d'ailleurs à l'initiative du développement de cette pratique de jeûne et randonnée en France. C'était déjà bien développé en Allemagne, connu par aujourd'hui, il y a jusqu'à 20% de personnes qui jeûnent en Allemagne. En France, en 1990, c'était pas connu. On peut dire que c'était en France, au pays de la gastronomie, on ne parlait pas trop de jeûne, ni d'accompagnement à jeûne et randonnée ou de randonnée en jeûnant. Enfin, c'était vraiment un domaine à faire découvrir et mes parents ont eu cette inspiration, cette conviction que puisqu'ils savaient jeûner, puisqu'ils avaient ce concept venu de l'Allemagne de jeûne et randonnée pour personnes en bonne santé, pour un travail de prévention et des bienfaits qu'apporte le jeûne, eh bien, voilà, j'ai été dès mon plus jeune âge participante de cette organisation des séjours de jeûne que mes parents donc, ont commencé à proposer pour Pâques en 1990. Ils ont développé et formé d'autres personnes et donc créé la Fédération francophone de jeûne et randonnée en 2004. Et moi, je travaille avec eux. Enfin, j'ai travaillé avec eux à partir de ce moment-là, en 2004 justement, jusqu'à 2019 où ils ont pris leur retraite, où ils ont fermé leur centre. Et avec Alissa, ma fille, nous avons continué à proposer l'accompagnement de séjours de jeûne et randonnée, tout en continuant à faire développer la Fédération francophone de jeûne et randonnée, tout en observant et en aidant et en soutenant les médecins du jeûne qui ont créé en 2019 l'Académie médicale du jeûne. Donc, je suis impliquée aussi fortement au niveau de leur CA et du CA de la Fédération francophone de jeûne et randonnée pour que cet accompagnement au jeûne se passe dans les bonnes conditions en France. Aujourd'hui, à la Fédération, il y a plus de 130 autres centres qui proposent jeûne et randonnée. Et voilà, aujourd'hui, je suis très contente de vous proposer cette conférence avec le docteur Philippe Battu et avec Alissa. Voilà, je passe la parole à Philippe.
Bon, ben, merci Nicolas. Donc, moi, je suis médecin retraité maintenant. Je n'ai pas une aussi longue pratique du jeûne que Nicolas, mais je suis jeûneur, voilà, depuis quelques années. Donc, régulièrement, je le fais comment dirais-je, à mon envie, si j'ose dire, quand je le sens. Donc, pas forcément une fois par an, mais ça peut dépendre. Et dans ma pratique, j'ai utilisé ou conseillé parfois le jeûne parce qu'il y a aussi des indications plus thérapeutiques, entre guillemets, au niveau du jeûne, ou simplement en tant que conseil pour, comment dirais-je, juste faire une pause. Voilà, ce qui est déjà une chose énorme dans la vie trépidante que nous avons tous aujourd'hui. Alors, dans ma présentation, il y a marqué instructeur qualifié MBSR. MBSR, c'est l'acronyme anglo-saxon qui veut dire Mindfulness Based Stress Reduction, pour dire réduction du stress basée sur la méditation de pleine conscience. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet du jour, donc c'est bien qu'il y a toujours une forme de transversalité dans toutes les pratiques en médecine, bien sûr la science, et puis des pratiques qui sont moins conventionnelles, mais aujourd'hui qui sont tout à fait euh, associables dans le sens de, on peut vraiment les mettre ensemble avec une pratique plus conventionnelle de la médecine. Notre esprit cartésien et français, en plus, a une nette tendance à vouloir opposer les choses et à les comparer, etc. Mais il est tout à fait aisé et facile d'associer une pratique non conventionnelle avec une pratique conventionnelle en médecine. Et c'est quand même un petit peu donc, ce qui a, comment dirais-je, permis d'être assez éclectique, entre guillemets, dans ma pratique médicale. Voilà, voilà, voilà. Alissa, tu te présentes un peu quand même? Oui, 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 tout à fait. Merci Philippe et merci Nicolas. Du coup, moi je suis Alissa, je suis la fille de Nicolas, comme vous avez pu comprendre, et la petite fille de Kislet et Gertrude Bollé. Comme ça, c'est clair. Et puis, ça fait donc 3 générations que nous sommes passionnés par le jeûne et que nous avons à cœur de transmettre cette pratique qui apporte beaucoup de bienfaits et de bonheur, je dirais même, aux personnes à qui on le fait découvrir. Donc, je suis tombée dans la marmite étant petite et aujourd'hui, je m'occupe de l'administratif de l'entreprise. C'est moi qui réponds aux mails, au téléphone, voilà, qui m'occupe de bien organiser votre venue et les séjours de jeûne et randonnée que l'on organise. Voilà pour nos présentations. Merci. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet parce que comme ça, voilà, C'est ça. pour que. Hein, bon, merci Allons-y. d'avancer comme ça, voilà, parfait. Alors, si vous voulez l'idée un peu de ma présentation, c'est bien sûr le jeûne et tout ce qui va tourner autour du jeûne. Euh, puisque le jeûne, en fait, si on prend les choses de manière beaucoup plus large, c'est un des éléments qui permet de mettre en évidence l'intelligence du corps, de la biologie, puisque notre intelligence, en général, on l'associe à nos capacités mentales et évaluées par un quotient intellectuel. Donc, vous savez qu'il y a aussi un quotient émotionnel qui intervient. Mais il y a tout naturellement une intelligence du vivant. Voilà, je dis de la biologie, mais je veux plus exactement dire l'intelligence du vivant. Et le jeûne met en évidence cette intelligence du vivant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jeûne, elle fait partie de notre histoire biologique. Voilà. Elle fait partie de l'histoire biologique du vivant, de l'évolution du vivant, puisque toutes les espèces vivantes, en passant de l'algue, encore il y a des espèces, on va dire, dans l'évolution qui sont plus ou moins fragiles, mais qui ont appris à s'adapter aux conditions extérieures très défavorables
et de créer des moyens de pouvoir maintenir leur évolution et de même transmettre leur savoir-faire et de pouvoir évoluer. Puisqu'en fait, nous venons quasiment tous de la mer, et une fois que nous sommes sortis de la mer, notre espèce, le vivant, s'est séparé dans une branche qu'on appelle les végétaux. Et puis après, les espèces mobiles et vivantes se sont séparées dans une autre branche. Donc, nous avons beaucoup de points communs et en fait, tout cela marche ensemble. Donc, le jaune fait partie de notre histoire biologique. Ne serait-ce que pour les êtres humains, le fait que dans notre évolution, nous avons rencontré ce qu'on appelait la famine, c'est-à-dire des moments dans l'histoire où il n'y avait plus du tout à manger, sur des périodes plus ou moins longues, mais il y a eu aussi des transitions saisonnières qui font que régulièrement, tous les peuples ont passé par des moments où il y avait moins d'approvisionnement, voire très peu de nourriture. Et voilà. Et donc, du coup, nous portons en nous, en quelque sorte, cette trace de notre évolution dans notre corps, car notre corps a cette capacité à gérer l'absence de nourriture. Alors, bien entendu, l'absence de nourriture est plutôt synonyme de traumatisme, on pourrait dire ça comme ça, parce que, et même encore de nos jours, bien entendu, mais il faut remettre les choses dans leur contexte, et surtout pour nous occidentaux, qui vivons dans une société riche, dans laquelle l'alimentation est présente à profusion. Qu'elle soit de bonne qualité, c'est-à-dire avec des produits que nous avons qualifiés de vivants, voilà, que nous achetons d'une façon locale et de proximité, ou bien une alimentation ultra transformée comme nous avons. Mais nous avons de notre alimentation à profusion. Et donc, ce qui fait que depuis la Deuxième Guerre mondiale, disons, puisque c'était le dernier événement mondial qui a été compliqué sur le plan alimentaire, globalement, hein, j'entends bien, alors qu'on sait très bien qu'il y a des pays aujourd'hui en Afrique qui, notamment, qui ont d'énormes problèmes d'alimentation et de nutrition, ou en Amérique du Sud, etc., etc. Mais globalement, pour nous, occidentaux, nous mangeons sans arrêt depuis 80 ans. C'est-à-dire que tout est fait pour que nous consommions, que nous mangeons, que nous soyons profondément satisfaits, quitte à créer de l'insatisfaction du fait de cette abondance, pour générer toujours plus de consommation, toujours plus de nourriture, on va dire, voilà. Et du coup, cette situation-là, elle devient problématique, puisqu'on sait quand même que globalement, dans l'ensemble des maladies aujourd'hui, il y a un pourcentage très élevé de maladies qui ne sont que des maladies dites civilisationnelles. Soit parce que nous nous alimentons, nous respirons un air pollué, nous mangeons des aliments ultra transformés qui contiennent des substances qui sont toxiques pour notre organisme, parce que nous mangeons aussi trop et que l'organisme doit se débrouiller en quelque sorte pour déstocker toute cette alimentation. Voilà. Donc, du coup, il y a à la fois cette adaptation biologique donc, qui s'est transmise aussi sur le plan génétique, donc nos cellules, notre corps, sait faire face aux jeunes. Et on verra comment il s'adapte, de quelle façon il s'adapte. Après, bien sûr, il y a toujours eu dans l'histoire des abstinences alimentaires volontaires qui étaient plutôt souvent d'orientation religieuse ou spirituelle, parce que, en fait, ne pas manger pendant un certain temps, bon, on connaît le carême, bien que ce soit des choses qu'on ne pratique moins aujourd'hui, mais le carême consistait non pas forcément à jeûner complètement, mais en tout cas à manger très très peu. Le ramadan aussi, qui est une forme de jeûne intermittent, si voilà, on respecte quand même certains éléments et une nourriture pas trop abondante à certains moments de la journée ou de la nuit.
mais ça correspond à une forme de jeûne intermittent. Et après, il y a toutes les autres pratiques, dans toutes les religions ou toutes les activités spirituelles qui peuvent être, comment dirais-je, mises en place, même dans les livres sacrés des différentes civilisations. Il y a toujours une place qui est faite à ça, qui est un moment de nettoyage, entre guillemets, ou je dirais plutôt de vide, d'accepter cette histoire du vide pour peut-être apprécier la plénitude que nous avons en nous et que notre mode de vie aujourd'hui nous fait totalement oublier, à tel point que nous avons très peur de l'intelligence artificielle, du transformisme, voilà, du transhumanisme plus exactement, etc., qui ne sont que des modèles venant, comment dirais-je, combler le vide existentiel que nous avons. Voilà, je le lis comme ça, mais je le pense sincèrement. Après, on peut peut-être le dire avec des mots différents, on peut en reparler après. Mais ce n'est pas grave. Bon, bref, donc voilà. Donc, du coup, le jeûne a une place énorme dans un petit peu une autre façon de se comporter. Et puis, nous voyons bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société d'abondance, ça on le sait, mais avec tous les travers et tous les désastres qu'il peut y avoir sur le plan, à tout point de vue, hein, climatologique, sociétal, organisation de la vie commune, où on ne sait plus du tout le mode d'évolution de notre société nous amène aujourd'hui à devenir des individus sans aucun lien et avec une perte de sens totale. Donc, le jeûne, voilà, c'est un petit peu, ça répond indirectement à pourquoi jeûner éventuellement, enfin pas éventuellement, pourquoi jeûner. Oui. Alors, peut-être qu'on pourrait passer à la diapo suivante, Oui, Aïcha, sur juste avant de passer comprendre à la diapo notre... suivante, juste avant de passer à la diapo suivante, pour continuer d'illustrer ton propos, Philippe, le jeûne est tellement intégré dans l'humanité finalement que même vous tous qui êtes connectés aujourd'hui, même nous tous, on jeûne finalement toutes les nuits, on jeûne tous les jours et toutes les nuits, puisque toute la nuit, en fait, en ne mangeant pas, on fait une période de jeûne et le corps déjà entame un processus et le matin, nous déjeunons. Et c'est pour ça que on parle de petit déjeuner, de déjeuner, parce que en fait, finalement, tous les jours et toutes les nuits, on jeûne. On jeûne tous, voilà. Oui, tout à fait. Même les anglo-saxons appellent le déjeuner le breakfast, c'est-à-dire on casse le jeûne, quoi, en fait. Voilà. Exactement. Oui, Voilà. oui, oui. Je Donc, trouve que ça rassure cette approche de se dire, bah oui, c'est un peu depuis 80 ans, la pratique du jeûne s'est un peu éloignée de notre culture. Par contre, j'aime bien refaire cet ancrage. Donc, merci à Alissa là sur le fait que, en fait, comme tu disais, Philippe, c'est inscrit dans notre ADN, c'est une capacité biologique que de savoir jeûner, de faire cette pause alimentaire de temps en temps. Et déjà, nous le faisons toutes les nuits. Et si nous faisons déjà attention voilà, à ça, c'est une bonne base pour s'ancrer et se dire le jeûne, ça peut tout à fait être fait pour moi dans des bonnes conditions parce que mes ancêtres l'ont pratiqué. oui, et puis physiologiquement parlant, donc comprendre mon corps, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je mange. Le soir, par exemple, physiologiquement parlant, le foie, par exemple, va avoir un fonctionnement beaucoup plus lent, donc il va, comment dirais-je, travailler beaucoup plus lentement le soir. Donc, avoir un repas très tardif, un repas copieux le soir, c'est une garantie en quelque sorte de surcharger notre organisme parce que notre organisme ne pourra pas, comment dirais-je, utiliser intelligemment tout ce qui va être absorbé, donc il va faire du stockage en fait, voilà, jusqu'au lendemain. Alors, en fait, la nourriture est très liée au système digestif, l'alimentation, bien sûr,
et au système digestif. Moi, j'aime bien, pour faire quelque chose d'assez imagé et de très clair, pour expliquer la fonction digestive, c'est en fait la digestion, c'est absorber quelque chose qui vient de l'extérieur, de la nature, qui est quelque chose, une forme de vie complexe, différente de la nôtre, globalement, hein, voilà, pas complètement, mais quand même différente de la nôtre dans sa structure. Et la digestion va décomplexer en quelque sorte cette nourriture que nous absorbons pour en faire quelque chose qui va devenir utilisable par notre corps. L'image qu'on pourrait prendre, que je prends, c'est un Lego. Un Lego, c'est fait avec des briques. Alors, par exemple, si on imagine un Lego avec des fleurs, là, comme c'est la grande mode, qui sont très jolies, notre organisme, nous allons manger, par exemple, ces végétaux. Notre organisme va démonter les briques, ce que vous retrouvez au milieu, et va les réassembler sous une autre forme utilisable pour nous. Voilà, c'est vraiment avoir cette idée-là, c'est vraiment important parce que la digestion, c'est vraiment quelque chose auquel on ne pense pas forcément, ou on y pense quand on a des inconforts digestifs, la plupart du temps. Mais en fait, ça explique pourquoi le mécanisme étant tellement, comment dirais-je, à la fois précis, mais souple et très performant, il va demander de notre part finalement une certaine forme d'attention. Attention par rapport à ce que nous mettons dans notre assiette et dans notre bouche, et attention aussi au moment où nous mangeons, c'est-à-dire où nous portons notre attention. Puisqu'on sait aujourd'hui que tous ces éléments-là vont jouer un rôle sur la qualité de notre digestion. Et va nous permettre surtout d'arriver à un moment de satiété. On sait que la satiété, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir faim, arrive grosso modo au bout de 20 minutes. Que nous mangions énormément ou que nous mangions relativement peu. Ça arrive au bout de 20 minutes. Par exemple, si je vous dis, quand vous sentez une bonne odeur alimentaire qui vient vous chatouiller les narines, qu'est-ce qui se passe en général? Bon, là, vous avez le micro coupé, donc vous n'allez pas pouvoir me répondre, mais j'imagine que la réponse qui va être de la plupart des gens, c'est que ça va vous mettre de la salive dans la bouche, vous allez avoir faim, envie de manger, etc., etc. D'accord, voilà. Or, en fait, est-ce que vous savez que lorsque nous sentons les aliments, ça va déclencher dans notre cerveau le mécanisme de la satiété. C'est-à-dire que les odeurs vont commencer à mettre en place les sécrétions hormonales, biologiques dans notre corps, au niveau du cerveau, qui vont avoir une action au niveau du système digestif, des mécanismes qui vont nous amener à avoir ce sentiment de satiété. Mais on peut facilement constater que c'est pas si simple que ça. Parce qu'en fait, je suis quasiment sûr que vous n'avez jamais remarqué ça, sauf chez les gens qui ont l'habitude de cuisiner, voire qui cuisinent beaucoup. Vous les entendrez très facilement dire qu'au moment de manger ou de se mettre à table, si les gens ont passé du temps en cuisine, ben les gens, en fait, ils ont très peu faim. Parce que en fait, c'est pas que parce qu'ils ont passé du temps, c'est parce qu'ils ont respiré les odeurs, ils se sont nourris des odeurs, donc les odeurs nous nourrissent. Mais est-ce que nous avons vraiment conscience de ça lorsque nous mangeons? Je ne suis pas très sûr. Et je pense que même le sentir une bonne odeur alimentaire va nous faire beaucoup manger très rapidement, remplir sans arrêt, parce que nous portons rarement notre attention sur l'alimentation. Et du coup, nous loupons complètement le moment où notre organisme a envoyé le signal suffisamment fort pour dire « Ok, ça va, j'ai ce qu'il me faut. » D'accord? Voilà. Alors, on pourra en revenir dessus après sur les discussions. Bon, voilà. Voilà, donc rôle essentiel du système nerveux autonome, c'est-à-dire ce qu'on appelle le système nerveux neurovégétatif, qui est le système, cette partie du système nerveux qui n'est pas soumis à la volonté, c'est-à-dire, voilà, donc qui se fait presque malgré nous, c'est une intelligence, l'expression, si je veux dire, de l'intelligence du corps, de l'intelligence de la vie,
voilà, qui fonctionne, puisque le système nerveux autonome va être très important au niveau du tube digestif, notamment par le biais du système parasympathique. C'est un nerf en fait qui est branché au niveau de l'estomac, des intestins, et qui remonte direct au niveau du cerveau. Ça passe même pas par un intermédiaire. Et donc, ils vont à la fois être le système qui va permettre la régulation donc des sécrétions digestives, etc., etc., etc. Donc, il y a la flore intestinale et les intestins qui participent aussi à toute cette digestion. Le foie, lui, va sécréter les acides biliaires, donc la bile, qui a un goût amer et qui a beaucoup d'amertume et qui est à la fois acide, très agressif. Les acides biliaires, schématiquement, c'est bien d'avoir cette image-là parce que ça correspond à la réalité, c'est comme un savon. C'est-à-dire que ça permet de d'émulsifier, c'est-à-dire ça permet de mélanger tous les corps gras, notamment les corps gras, mais pas que, au niveau de l'eau, pour que les enzymes pancréatiques qui arrivent juste dans la tuyauterie, juste en même temps au niveau du foie, puissent vraiment agir, puisque les enzymes pancréatiques ne vont bien fonctionner que quand le bol alimentaire est hydraté, mélangé à l'eau. D'accord? Voilà. C'est pour ça que si vous mangez par exemple une mayonnaise ou un plat qui a mijoté assez longtemps, dans lequel les graisses se sont émulsionnées, mélangées avec ce qui est plutôt aqueux, souvent la digestion est un petit peu plus lourde après parce que ça augmente le temps de digestion. Voilà, c'est un peu plus compliqué pour digérer. Voilà. Donc la digestion, la présence, comment dirais-je, être présent à ce que nous faisons quand nous mangeons. Alors vous l'entendez partout ça, mais c'est une vraie, c'est réellement quelque chose qui est très important parce que ça permet d'optimiser, on va dire, toute notre intelligence. Qui va vraiment être optimale dans son fonctionnement et donc du coup nous permettre d'avoir une bonne digestion et donc d'avoir de l'énergie. Voilà. Énergie qui vient essentiellement du sucre, des graisses qui vont jouer aussi un rôle au niveau énergie, stockage de l'énergie, mais aussi qui vont participer à la structure des membranes des cellules. Donc qui vont jouer un rôle important au niveau du cerveau, notamment voilà, les graisses sont très importantes, et les protéines, parce que les protéines vont servir à la structure du corps, à l'organisation du corps, sa structure, et à toutes les hormones, si on veut dire au sens large du terme. Ce sont les acides aminés qui vont être les initiateurs ou les transmetteurs de l'information, etc., etc. Voilà. Donc, ça, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Voilà. Après, bon, quand on mange trop, qu'est-ce qui se passe? En fait, notre corps va essayer de se débrouiller tant bien que mal, donc il va stocker en général. Donc, il stocke le plus facilement au niveau du tissu adipeux, au niveau des adipocytes, qui sont les cellules grasses au niveau du corps, qui ont une capacité d'augmentation et de stockage qui est très importante. Il semblerait même que ces adipocytes aient une forme de mémoire, donc du coup, si on les dilate trop, c'est un petit peu compliqué pour retrouver une forme plus adaptée, plus petite, entre guillemets, au niveau des adipocytes. Ensuite, la surcharge calorique, ça va amener plein de perturbations, c'est-à-dire que ça va perturber notre sommeil beaucoup plus facilement. Ça va forcément entraîner beaucoup de chaleur, puisque en fait, les calories que nous assimilons, vous savez que quand on assimile des calories, il n'y en a qu'un petit quart qui est utilisé pour fabriquer quelque chose, par exemple au niveau de l'activité musculaire, et les trois quarts, c'est de la chaleur qui est dégagée. D'accord ? Et cette chaleur au niveau métabolique et au niveau du corps, au niveau cellulaire, ça crée quand même une forme de distorsion, une forme de situation contre le corps qui va être compliquée pour le corps. On sait très bien que notre corps lutte plus facilement contre le froid. On s'adapte plus facilement au niveau du froid, on se protège plus facilement du froid, mais pas de la chaleur. Vous savez qu'à partir du moment où on a une ambiance, on est dans une ambiance de température extérieure à 33 degrés, notre corps n'arrive plus à s'acclimater correctement à partir de 33 degrés.
Voilà. Et par exemple, la température du foie à la sortie du foie au moment de la digestion, c'est 40 degrés. Donc c'est énorme, hein. Donc 40 degrés, c'est une grosse température lorsqu'on a ça au niveau du corps. Donc c'est un lieu particulier au niveau de notre organisme, hein, qui est chaud. Mais c'est 40 degrés au niveau du foie. Bon, après, je rentre pas plus dans le détail parce qu'après, c'est pas Voilà. Après, il faut savoir que trop manger, ben, ça va entraîner donc des problèmes de sommeil, des problèmes de chaleur, prise de poids, bien entendu. Ça va ça va entraîner des mécanismes au niveau cardiovasculaire, de l'hypertension, les surcharges au niveau des artères. Ça va favoriser tout ce qui est ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire surcharge graisseuse au niveau du foie, qui va entraîner des mauvais fonctionnements au niveau de la glycémie. Donc, suivant notre génétique et notre activité physique, ben, cette glycémie, elle va devenir de moins en moins facilement régulée, puis elle va augmenter progressivement. Ça va entraîner un tas de perturbations au niveau métabolique, au niveau de toutes les cellules. Donc, bien sûr, entraîner éventuellement du diabète, des maladies cardiovasculaires, des problèmes d'AVC cérébraux, puisqu'on sait qu'il y a un rôle aussi au niveau générescence au niveau cérébral. Voilà, ça peut même aller jusqu'à des cancers, etc., etc., etc. Bon, voilà, il y a des problèmes rénaux, voilà, il y a vraiment un tas de choses. Surtout qu'en plus, nous avons une activité très sédentaire globalement, quoi. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes de ça. Et si vous êtes là ce soir, c'est que vous en êtes aussi. Et nous, il y a une illustration qu'on peut, on va dire une anecdote qu'on peut partager ici, c'est que on organise des séjours autour de Noël et jour de l'an, et on a vraiment des beaux groupes qui se constituent chaque année, qui veulent vraiment s'extirper du trop, et pour justement revenir à l'essentiel et ne pas subir, entre guillemets, quand on mange beaucoup, beaucoup sur ces périodes de fêtes et de fin d'année. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on observe, et je pense que vous êtes aussi sensible à ça puisque vous êtes connecté avec nous ce soir. Oui, merci, oui, tout à fait, quoi. Voilà, c'est vrai que les moments de fin d'année de ripaille intensive sont voilà, souvent des moments un peu compliqués, mais d'ailleurs, voilà, je pense qu'on ressent très facilement le besoin de faire une pause au niveau alimentaire d'une façon ou d'une autre. Voilà. Exactement. Alors, que dire de plus? Ben, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on arrête de manger? Alors, comme Alissa et Nicolas nous le disaient tout à l'heure, il y a le jeûne quotidien, hein, le jeûne quotidien de la nuit, tout simplement. Voilà. On sait aujourd'hui que l'idéal, c'est d'avoir au moins 12 heures de jeûne entre le repas de la veille et le repas du matin. Donc l'idée, c'est de pouvoir, dans la mesure du possible, faire un repas tôt, le plus tôt possible le soir. J'ai entendu dernièrement sur des actualités qu'en fait les restaurateurs ouvraient leurs plages de restaurants maintenant de plus en plus tôt, des fois à 18 heures, parce qu'en fait il y a finalement de plus en plus de gens qui mangent tôt, et c'est une très bonne chose. Puisqu'après, nous avons les anglo-saxons font ça très facilement. Nous, en France, c'est pas du tout, les pays latins, c'est pas du tout l'habitude, parce que peut-être il fait chaud en été, voilà, les jours, l'organisation sociale est différente. Mais voilà, donc l'idéal, c'est d'avoir 12 heures au moins 12 heures entre le repas de la veille au soir et le repas du matin. Voilà. C'est l'Institut Pasteur qui a découvert, surtout avec des pratiques de jeûne intermittent, donc sur des études par rapport au jeûne intermittent, que comment dirais-je, à partir de 12 heures de jeûne, le mécanisme qu'on appelle de l'autophagie se déclenche au niveau de l'organisme. Alors l'autophagie, c'est une réaction métabolique au niveau des cellules qui font que les cellules vont commencer à s'organiser un petit peu différemment, et à partir de 12 heures de jeûne, vont commencer à utiliser
tout ce qui est un peu inutilisé dans l'organisme, puisqu'en fait, il y a toujours des débris de protéines, des acides gras, donc du gras qui est ici ou là. Voilà, donc du coup, toute l'usine métabolique au niveau de l'organisme va utiliser, grignoter en quelque sorte tout ce qui est non utilisable au niveau de la cellule. Il y a des mécanismes au niveau de ce qu'on appelle le cytoplasme, c'est-à-dire, vous savez, la cellule est faite de noyaux, et puis autour, il y a tout un liquide, en quelque sorte, et avec une membrane. Et dans ce cytoplasme, c'est là où se passent toutes les activités métaboliques de la cellule. Et donc, il y a un mécanisme, une organisation différente qui se passe à ce moment-là. Voilà. Donc C'est le aujourd'hui, prix Nobel de médecine qui a été remporté par Yoshinori Oshumi, là, le chercheur, oui, qui a fait ses travaux sur l'autophagie. Et donc, il a gagné, grâce à ses travaux sur l'autophagie, le prix Nobel de médecine en 2016. voilà, donc c'est des choses qui sont vraiment récentes au niveau de la connaissance. Donc le mécanisme du jeûne n'est pas une vue de l'esprit, quoi, en fait. Voilà, entre autres. Voilà. Donc après, bon, le jeûne intermittent, s'il y a des questions dessus, on en parlera. Il y a plusieurs façons d'organiser le jeûne. Bon, voilà, c'est aussi, je pense que c'est, voilà, il y a plein de possibilités différentes. Le 16-8, ça veut dire 16 heures de jeûne et 8 heures pendant laquelle nous mangeons dans la journée. 2-5, c'est 2 jours de jeûne dans la semaine et 5 jours où on mange. Il y a aussi une autre façon qui s'appelle on mange, un jeûne, un jour on mange, un jour on jeûne, un jour on mange, c'est eat, stop, eat. Bon, voilà. Il y a plein de façons différentes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est 12 heures, c'est déjà quelque chose de pas mal. Si on peut respecter ça, et avec un repas de la veille tôt et le moins important possible. Voilà, ça c'est déjà une très bonne chose. Voilà. Après que le jeûne intermittent, pour qu'il soit vraiment efficace par rapport au mécanisme de l'autophagie et au niveau biologique, il faut qu'il soit fait quand même pendant un certain nombre de temps. Je ne peux pas vous dire exactement combien de temps, mais visiblement, c'est plusieurs mois. Donc, ce n'est pas une fois de temps en temps, ça fera toujours du bien. Mais Oui, ça fera voilà, toujours du il faut bien. savoir que voilà, ça fera toujours du bien. Voilà, tout à fait. Même si on fait ça que un seul jour dans la semaine, voilà, ça permet déjà de casser, si j'ose dire, cette espèce de cercle vicieux qui est, ce que j'appelle moi, satisfaction, et qui est un mécanisme engendré par le cerveau. Hein, c'est le mécanisme de la récompense qui est stimulé et qui est un mécanisme infernal et qui dépasse ses possibilités, voilà, et qui nous amène toujours à être dans le toujours plus, quoi, en fait. Voilà. Et c'est vrai que de Donc, pratiquer un moment de jeûne, si je peux me permettre, eh bien, comme tu dis, Philippe, ça vraiment jeûner donc de manière régulière, au moins 12 heures la nuit, ou par des jeûnes intermittents, donc où on va jeûner un peu plus, ou carrément donc faire un jeûne prolongé donc d'une semaine, c'est le timing que nous on propose. Eh bien, c'est vraiment une bonne mise à plat de nos habitudes, de nos dépendances, du sucre, etc. Et après une semaine de jeûne, on est vraiment prêt à, à se sentir plus libre de certaines dépendances alimentaires. Et c'est un moment idéal pour essayer de faire attention aux 12 heures de jeûne par nuit ou de trouver un jeûne. J'aime bien un jour de jeûne par semaine, faire 24 heures du jeûne. On commence le lundi soir avec un bouillon de légumes, par exemple, à 19 heures. Et puis le mardi, on jeûne voilà, pendant 24 heures jusqu'au mardi 19 heures où on peut reprendre un repas léger euh, et voilà, la pause alimentaire est là, une fois par semaine, de manière vraiment bien installée. Et comme tu disais, Philippe, tout à l'heure, c'est vrai que ça demande, on ne le fait pas une fois de temps en temps, on le fait toutes les semaines. Moi, j'ai pratiqué ça un moment quand je vivais à Lyon et que j'étais pas accompagnatrice de jeûne et randonnée, donc j'avais un rythme de vie avec 3 repas par jour, etc. Eh bien, j'appréciais énormément de faire ce jeûne une fois par semaine, donc un jeûne hebdomadaire qui vraiment permet un reset et comme tu dis, Philippe, un moment de pause alimentaire
où on prend du recul par rapport à l'alimentation pour ensuite se régaler, hein, bien sûr, quand on rompt le jeûne de 24 heures, on y va quand même doucement, hein, on fait une reprise alimentaire tout en douceur et on se régale en conscience, on est présent à ses repas, à ce qu'on, justement, on est présent à ce qu'on prépare, on est présent au choix des aliments, ce jeûne régulier, court, nous amène vraiment à plus de conscience par rapport à l'alimentation. Et ça, c'est outre le fait que physiologiquement parlant et d'un point de vue de prévention, les effets intéressants sont là. Et, euh, et on est vraiment dans son alimentation avec conscience et présence. Et ça, je trouve que c'est un grand cadeau que nous fait cette capacité que nous avons, voilà, de nous offrir des pauses alimentaires de temps en temps. Oui, oui, tout à fait. Et merci. Et le jeûne de 7 jours, donc, qui est un jeûne donc d'une durée un petit peu plus prolongée, c'est un moyen de prendre conscience que, en fait, tout fonctionne même si nous ne mangeons pas pendant un certain temps. Donc, du coup, c'est une leçon de lâcher prise, si j'ose dire, au niveau de notre mental, qui est vraiment très importante. Alors, qui se fait facilement ou plus difficilement pour certains, mais il n'y a rien d'anormal à ce genre de choses. Donc, c'est quand même une expérience, on va dire, oui, moi, ce que j'appellerais vraiment de lâcher prise et de confiance par rapport à son propre corps et à ses propres capacités. Donc, bien sûr, en respectant les indications ou les contre-indications, mais on en parlera après. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on arrête de manger? Alors, je ne vais peut-être pas rentrer trop pour ne pas vous assommer de choses compliquées, mais en fait, ce que je vous disais, notre corps sait comment s'adapter par rapport au jeûne. Quand il y a un moment de jeûne, c'est-à-dire un moment où on arrête de manger. L'aliment, en quelque sorte, qui est totalement indispensable pour nous, c'est le sucre. Les protéines, le gras, on peut se débrouiller. Mais le sucre, c'est quand même le carburant de nos cellules, de nos muscles, de tous nos organes et de notre cerveau. Donc, du coup, le sucre est complètement indispensable. Or, lorsque nous arrêtons de manger, on ne va pas manger du sucre, puisqu'on ne mange pas. Comme disaient les gens, oh, tu jeûnes et qu'est-ce que tu manges? Ben non, je jeûne. Donc, c'est marrant de voir comment, quelquefois, le sens des mots, tout d'un coup, ça disparaît complètement. Bon, bref. Donc, le sucre est l'élément qui est indispensable. Donc, il est à peu près sûr que notre organisme va se débrouiller, en quelque sorte, pour, d'une manière ou d'une autre, fournir ce qui va être du sucre ou un remplaçant du sucre. En fait, il va utiliser dans un premier temps ce qu'on appelle le glycogène, qui est une forme de réserve de sucre très facilement mobilisable, qui est essentiellement présente au niveau du foie et des muscles. Alors, il y a des variations individuelles voilà, cette quantité de glycogène, etc. C'est par exemple pour ça que les sportifs, par exemple, vont manger des sucres lents la veille, puisque l'amidon sucre, je fais rapide et synthétique, mais va permettre d'améliorer le stock de glycogène au niveau de l'organisme, qui va pouvoir être donc utilisé soit au moment du jeûne ou d'un effort physique important et plutôt durable. Mais ça ne dure pas longtemps, c'est à peu près grosso modo 24 heures. Après, les réserves en glycogène sont épuisées. Et il va y avoir un autre mécanisme qui va rentrer en place. Donc, du coup, le glycogène, il se défait, si vous voulez, et il libère des molécules de sucre. Donc, comme ça s'est épuisé, l'organisme va se débrouiller pour fabriquer du sucre. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse, c'est-à-dire la glucogénèse, c'est la fabrication du sucre, et néo, c'est quelque chose qui est un peu apparenté ou à côté, ou voilà, qui va faire ça. Et qui va se faire à partir du gras, mais aussi tout à fait au début des acides aminés, donc des protéines. Voilà.
Donc, du coup, c'est le foie qui fait essentiellement ce job et qui va fabriquer du glycérol, qui est une forme soluble de sucre, une graisse soluble, en fait, si vous voulez, mais qui en même temps surcharge un petit peu le foie. Donc, il y a toujours une petite phase, des fois un peu délicate, deuxième, troisième jour du jeûne, bon, qui est connue et qui, une fois qu'elle est passée, va nous permettre de nous installer vraiment dans le mécanisme du jeûne. Voilà. Et cette phase-là ne peut pas durer longtemps parce qu'elle a un coût énergétique qui est très important. Donc, en fait, l'organisme va se débrouiller pour enclencher une troisième phase qui va être utilisée pendant toute la durée du jeûne, que ce soit 7 jours, 14 jours, 21 jours. Classiquement, on dit que on peut faire un jeûne 40 jours, mais c'est vraiment une moyenne. Il ne faut pas s'arrêter à ce chiffre-là. C'est, disons, quelqu'un qui a une corpulence normale, une taille normale, etc. Mais donc l'organisme va fabriquer des corps cétoniques, c'est ce qu'on appelle la cétogénèse. Bon, voilà. Et ces corps cétoniques vont venir vraiment être utilisés par l'organisme à la place du sucre. Et ces corps cétoniques vont permettre à la cellule de fonctionner, la cellule cérébrale, le cerveau, quoi, en fait, et nos muscles et les essentiels de tout ce qui doit fonctionner pendant comment dirais-je, pendant que l'on jeûne, sachant que le foie va être globalement au repos, sauf que c'est quand même lui et le pancréas qui vont faire le job pour fabriquer ces corps cétoniques. Et ces corps cétoniques sont fabriqués quasi exclusivement à partir du gras, des acides gras. Voilà, des acides gras, c'est gras, hein, voilà, le gras. Donc adipeux qui est dans les cellules adipeuses, les adipocytes, et le gras viscéral qui est autour des viscères, à l'intérieur du ventre, au niveau des organes, du foie, bien entendu aussi, etc., etc. Voilà. Et ce mécanisme-là nous permet de maintenir le jeûne pendant une période longue, voilà, puisqu'en fait, il va nous permettre de fonctionner. Voilà, les animaux migrateurs fonctionnent sur ce mode-là. Probablement que les chasseurs-cueilleurs, il y a quelques milliers d'années, fonctionnaient sous ce mode-là beaucoup. Parce qu'ils avaient, surtout lorsqu'ils partaient à la chasse ou à la cueillette, qui étaient des moments sans doute où ils étaient presque en jeûne, mais ça leur permettait d'avoir une forme de clarté, on pourrait dire probablement un peu une clarté au niveau de l'esprit et d'être très présent, d'être vraiment dans le moment présent. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui se déroule pendant le jeûne. Oui, tout à fait. On a beaucoup de témoignages qui nous parlent de cette clarté mentale. Et nous, en ayant vécu le jeûne aussi, hein, c'est un des éléments qu'on vit pendant un jeûne. Il y a tout le nettoyage du corps et puis un peu le nettoyage aussi du mental, du corps-esprit. Et du coup, là, ce que Philippe, tu nous décris, c'est voilà, des mécanismes très complexes, enfin, spécifiques, etc. Et en tant que jeûneur, en fait, la manière dont on ressent tout ça, c'est qu'en fait, le corps, il sait quoi faire. Et le corps, il a toutes les ressources pour traverser une période de jeûne. Et il sait exactement quoi faire. Et souvent, lors d'un premier jeûne, les retours d'expérience qu'on a, c'est qu'on prend conscience en fait que notre corps est super fort et qu'il est extrêmement doué et qui sait vraiment, qu'on peut vraiment compter sur lui et qu'on peut vraiment lui faire confiance. Et ça, c'est vraiment une sensation qui est super enrichissante, on va dire, même pour la vie de tous les jours après. Tout à fait. Après, bon, voilà, c'est vraiment ce qui se passe. Après, des fois, le vécu, il peut être différent parce que nous ne sommes pas forcément habitués à cet état-là. Et encore une fois, notre mental étant tellement puissant et mettant tellement de limites en fait dans notre expérience et dans notre vécu que parfois, comme disait comment elle s'appelle, Françoise comment elle s'appelle, hein, oui, voilà. Elle disait que souvent le problème du jeûne, c'était presque plus le mental que le corps lui-même, parce que le corps lui-même, la plupart du temps, il sait faire les choses, donc il n'y a aucun problème, quoi. Voilà.
Alors, un petit schéma, mais bon, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Bon, voilà, donc c'est le pancréas avec les hormones, voilà. Parce qu'en fait, une chose qui se passe pendant le jeûne, c'est que, alors chez tout le monde, comme le taux de sucre diminue, il descend à un taux, il descend jamais à zéro, hein. On a une glycémie qui est aux alentours de, globalement, si on fait des petits prélèvements, aux alentours de 0,7. Chez quelqu'un qui n'a pas de problème de diabète, voilà, 0,7 pour la norme qui est à 1 gramme par litre, disons, au niveau sucre, eh ben, la glycémie, elle va se maintenir à 0,7 à peu près, ce qui est une glycémie basse, hein, en fait, mais on n'a pas le taux de sucre dans le corps qui tombe à zéro. Voilà. Donc, qui est toujours présent. Donc, du coup, ça va amener une chute de l'insuline. Et cette chute de l'insuline, c'est elle aussi qui va induire une forme de repos au niveau cellulaire, au niveau de l'organisme. Puisque vous savez que, enfin peut-être vous ne savez pas, mais l'insuline, donc c'est l'hormone sécrétée par le pancréas qui fait défaut ou qui ne marche pas bien chez les diabétiques et qui va permettre de transporter le sucre à l'intérieur de la cellule pour que la cellule l'utilise pour fabriquer ce qu'elle a à faire, son métabolisme, sa respiration, etc., etc. Voilà. Donc, et cette insuline se comporte aussi comme un facteur de croissance cellulaire. Et ce facteur de croissance cellulaire, il n'est pas toujours très bon quand on est adulte. Chez l'enfant, c'est pas problématique puisque l'enfant est en croissance maximale, donc ça va de pair et c'est moins problématique. Mais chez l'adulte, les taux d'insuline élevés, d'abord, ça amène un inconfort puisque ça amène à avoir des hypoglycémies, donc de manger du sucre. Le sucre augmente. Si le sucre augmente, l'insuline va encore augmenter. Mais comme si l'insuline augmente, le sucre, boum, il diminue dans la cellule. Donc on fait le yo-yo en permanence toute la journée. Donc du coup, baisse de l'insuline. Donc, le pancréas sécrète du glucagon, qui est l'hormone opposée, qui est là pour augmenter le sucre dans le corps. Donc, il va agir au niveau du foie, et au niveau des acides gras aussi, du stock en graisse, et qui va induire la fabrication des corps cétoniques, ainsi que le gras qui est dans les vaisseaux sanguins. Ce qui est intéressant pour le côté cardiovasculaire aussi, ou l'athérome, etc. Bon, ok, on peut passer dessus. Donc, voilà, pour laisser quand même la place aux questions. Donc, pourquoi jeûner? Vous voyez que pourquoi jeûner? D'abord, ça dépend de chacun. Voilà, il n'y a pas de règles précises, mais on peut savoir que c'est une expérience qui est une expérience quand même assez unique. Qui nous permet d'abord de mettre notre organisme au repos, qui va entraîner vraiment un mieux-être à la fois pendant le jeûne et lors de la reprise alimentaire. Donc c'est pour ça que la reprise alimentaire est très importante aussi après un jeûne, tout comme la descente alimentaire. C'est deux moments qui sont très importants pour être présents au jeûne. Et puis nous faisons l'expérience de l'intelligence du corps. Et aussi, du coup, je pense que cela nous permet petit à petit de devenir moins accro, si j'ose dire, à l'alimentation, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que cela nous permet d'améliorer notre qualité nutritionnelle et de l'améliorer dans les qualités des aliments, mais de l'améliorer aussi dans la quantité des aliments. Parce qu'on sait très bien que moins on mange en quantité, mieux notre corps se porte. Et mieux on vieillit, encore mieux en bonne santé. Voilà. Oui, j'ai cherché le mot tout à l'heure, c'est le silence à l'intérieur. Voilà, c'est pas le vide. Oui, le vide, c'est quelque chose qui est un peu. On pourrait discuter du vide, mais c'est surtout le silence à l'intérieur. Voilà, et en fait, c'est voilà, c'est une expérience qui en soi individuelle et riche en expérience. Voilà. Super. Donc, et d'avoir notre comportement alimentaire, d'apprendre à modifier notre comportement alimentaire.
Voilà. Oui, le jeûne, c'est une parfaite occasion pour être attentif à notre comportement alimentaire et apporter à la suite d'un jeûne prolongé des nouvelles choses, tenter des nouvelles expériences, des nouveaux aliments, des nouvelles choses et de mettre en place des nouvelles habitudes éventuellement. En tout cas, c'est les retours d'expérience qu'on a souvent. Et donc, moi, je suis porteuse de bonnes nouvelles puisque je vous propose de compléter votre connaissance autour du jeûne en regardant le documentaire Arte, Le jeûne, enquête sur un phénomène, qui est disponible sur Prime Video. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il était disponible sur Arte Replay. Mais maintenant, il est disponible sur Prime Video ou peut-être sur YouTube, on peut le trouver. Et donc, c'est un documentaire autour du jeûne très, voilà, très intéressant aussi, qu'on vous invite à regarder. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'on offre un massage qui viendra compléter un séjour de jeûne pour toute inscription à un séjour au mois de février ou au mois de mars, là, qui arrive donc prochainement. Et voilà, pour ce faire, il faut nous envoyer le code Bonne année 2026 pour bénéficier de ce massage offert. C'est notre cadeau, on va dire, pour la conférence. Et donc, pour terminer sur la conclusion de la présentation, je vous transmets l'info que nous proposons des séjours de jeûne c'est un jeûne doux et confortable à base d'eau, de jus de légumes, de jus de fruits, de tisane, de bouillon. Donc ça permet d'avoir un minimum d'apport nutritionnel en termes de vitamines, d'apport en minéraux. Et ça permet donc de faire un peu une semaine de vacances qui est bonne pour son corps, en profitant des randonnées au cœur des baronnies provençales qu'on vous propose tous les jours. Donc, soit dans les baronnies, vraiment à Buis-les-Baronnies, au mois de février et au mois de mars notamment. Et le reste de l'année, c'est dans la Drôme provençale ou alors dans les Hautes-Alpes, dans le sud des Hautes-Alpes. Cet été, l'été, on va dans le Queyras pour être au frais. Donc voilà, on propose des hébergements tout confort. Et pour nos séjours de février et mars, on organise les séjours avec Philippe Battu, le docteur Philippe Avec Battu. Philippe Battu, voilà, c'est Vous ça avez l'avantage. qui vous a présenté donc toutes ses connaissances, enfin une partie des connaissances sur le jeûne. Et voilà, nos prochains séjours, c'est du 14 au 21 février, du 28 février au 7 mars, du 21 au 28 mars et du 28 mars au 4 avril. Vous avez toutes les infos sur notre site. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation qui est super enrichissante. C'était passionnant. J'espère que ça a été le cas pour vous tous.